Bon, bah, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour la deuxième séance de, présentée donc par Gilles sur l'énigme du corps d'un corps l'autre. Avant de lui donner la parole, je rappellerai quelques petites choses. Tout d'abord, la parution des cahiers numéro 15 de l'Institut d'études lévinassiennes, enfin, cahier d'études lévinassiennes sur la Révolution. Je rappelle également la parution aux éditions Verdier en septembre dernier du livre de Christiane Poller, dont René a revu la traduction Le rêve et ses interprétations dans le Talmud. Et enfin, je rappellerai tout de même la refonte intégrale du site internet de l'Institut, sur lequel vous pouvez consulter l'ensemble des séances précédentes, mais également des années antérieures. Pour les prochaines séances donc, auront lieu ici même, le jeudi 12 avril, puisque nous aurons l'occasion d'avoir le plaisir également, un grand entretien avec Christophe Dejour sur le travail du corps. Le jeudi 3 mai, toujours à l'Université de Chicago, nous accueillerons, si les grèves SNCF le permettent, Agnès Louis pour une intervention sur le corps politique. Et enfin, le jeudi 14 juin, donc, nous aurons l'occasion d'entendre René Lévy pour sa deuxième intervention qui portera sur le corps sexuel au centre Edmond Flegg, 6 rue de l'Éperon, dans le 6e arrondissement. Sur le corps, Lévinas écrit dans Totalité infinie la chose suivante. Être corps, c'est d'une part se tenir, être maître de soi, et d'autre part, se tenir sur terre, être dans l'autre, et par là, être encombré de son corps. Alors, la fois précédente, Gilles s'était appuyé en partie sur cette citation, même s'il avait tenu compte du contexte dans lequel elle s'inscrivait de façon plus large. Et il soutenait donc cette idée que le corps est un entre-deux, à la fois maîtrise et servitude, activité et passivité, unité organique et dispersion dans la totalité de l'élémental. Et il est à la fois, mais en même temps, il n'est ni l'un ni l'autre, ou plutôt à l'articulation de l'un et de l'autre. Gilles, donc, avait présenté le corps comme ce qui caractérise le mode d'être fondamental, notre mode d'être au monde fondamental. Et pour finir, donc, il avait souligné le fait que le corps se présentait comme une énigme, comme étrangeté, l'énigme même de notre présence au monde et à nous-mêmes. Au cœur, le corps se présentait au cœur de la présence à soi comme une forme d'étrangeté. Donc le corps apparaissait comme une énigme, c'est-à-dire plus exactement comme un signe, l'indice de la présence en nous d'un cadavre, tendance radicalisée par le gnosticisme et le stoïcisme qui alimentaient un mépris, voire une haine profonde du corps que Gilles a qualifié de misosomatie, ou alors une autre réaction qui était celle de la glorification du corps à travers cette idée, soit que le corps constitue notre identité ou encore notre propriété. Ces deux façons d'envisager le corps, à la fois donc sous le signe du mépris, de la haine ou bien de sa glorification, pouvaient se présenter soit comme une réduction du corps au silence, un signe ne signifiant rien, soit le fait de débarrasser le corps de son mystère en le rabattant sur son ustensivité, à la fois identité et propriété. Donc, je
lui passe la parole, le corps comme énigme, d'un corps l'autre. Et je vous remercierai de bien vouloir mettre vos téléphones sur silencieux. Merci Romain. Alors, donc deuxième séance. Je voudrais commencer cette deuxième séance en revenant sur l'échange que j'ai eu à la fin de la première avec René Lévy, notamment sur la question du dualisme, qui me paraît absolument centrale ici. Alors ceux qui n'ont pas assisté à la première m'en excuseront, mais je crois que ça va préciser aussi pour eux mon approche de la question. Je ne souhaitais pas développer sur le corps un discours théorique, au sens où il serait l'exposition de concepts permettant de forger une pensée, voire une philosophie du corps, mais j'ai cherché à m'appuyer sur l'épreuve que nous pouvons faire. Ah, il y a Larsen avec les deux. Sur l'épreuve que nous pouvons faire de notre propre corps, sur ce que j'appelle l'expérience du corps vivant, du corps que nous sommes, qui relève de ce que René, retournant à l'hébreu biblique, mais rappelant également la phénoménologie la plus avancée, a appelé la chair. Partant de cette expérience que nous pouvons faire de nous-mêmes, je m'étais référé à Platon, et mon propos s'était inscrit dans un horizon qu'on pourrait dire dualiste, qui m'avait amené dans les parages, tu l'as rappelé, du gnosticisme et de sa critique plotinienne par Plotin. Donc, René, soulignant ce point, avait dans sa question mentionné, ou dans sa remarque, mentionné l'illémorphisme aristotélicien comme possibilité d'échapper au dualisme. Je lui avais répondu qu'il n'était pas possible de parler de tous les auteurs, de toutes les doctrines, mais bon, par-delà cette impossibilité factuelle, qui est accidentelle plus qu'essentielle, je crois que la question d'Aristote est assez intéressante ici, et j'aurai l'occasion de reparler de lui un peu plus tard, mais je précise un point par rapport à l'illémorphisme. J'ai, pour ma part, tendance à penser que la théorie d'Aristote vise précisément à éviter d'aborder les choses du point de vue du vécu, par trop imparfait et contingent, et qu'elle cherche à réduire l'énigme. Et au fond, c'est là la vraie raison pour laquelle je n'avais pas inclus sa pensée dans mon exposé. Alors pour le dire avec une ironie affectueuse, je vais citer un philosophe qu'on ne cite jamais à l'Institut d'études lévinassiennes, qui s'appelle Saul Kripke, comme disent les Américains, Kripke pour les Français. Alors il parle de la théorie du faisceau. Bon, c'est une théorie selon laquelle ce à quoi renvoie un nom propre, vous savez qu'il a travaillé sur les noms propres, ce à quoi renvoie un nom propre peut être exprimé en termes de faisceau de caractéristiques. Bon, ce n'est pas mon problème ce soir, donc très vite, voilà ce qu'il écrit. C'est vraiment une bonne théorie, ce n'est pas la sienne, c'est vraiment une bonne théorie. Le seul défaut que je lui trouve est probablement commun à toutes les théories philosophiques, elle est fausse. Vous pourriez, continue-t-il, me soupçonner de vous proposer une autre théorie à la place, mais j'espère que non, parce que je suis sûr, qu'elle serait fausse aussi en tant que théorie. Alors maintenant, plus sérieusement, je ne suis pas certain que la substitution du couple forme-matière à celui du corps et de l'âme permette d'échapper au dualisme. La distinction de deux substances, corps et âme, cède la place à celle d'une matière passive, simple puissance de nos corps actuels, et d'une forme active, entéléchie, pour parler comme Aristote, à l'œuvre dans toute chose parce qu'elle actualise chacune. L'âme, dit Aristote, est l'entéléchie d'un corps naturel pourvu d'organes, d'un corps possédant potentiellement la vie. Le corps, en ce sens, c'est donc la matière de l'âme. La matière a besoin de la forme pour n'être pas chaotique, et la forme de la matière pour n'être pas évanescente. Il y a donc une sorte de dépendance réciproque de l'une à l'autre. Alors, de mon côté, en abordant les choses d'un autre point de vue, j'avais essayé de montrer que l'idée que le corps puisse être un signe, l'idée que j'avais trouvée dans le Cratyle de Platon, si on la prend au sérieux, dit aussi l'interdépendance de ce que désignent les mots grecs de soma et de psyché. Il y a un gros souffle. Partant de l'épreuve du corps, j'ai souligné qu'il ne faut pas, ou qu'il faut essayer de ne pas, opposer corps et âme comme deux substances indépendantes. Alors je vais reprendre ce point pour le préciser. Je pars du constat d'un écart du corps à lui-même. Notre corps existe,
et je prends le verbe exister au sens où on l'utilise en phénoménologie depuis Heidegger, notre corps existe, c'est-à-dire qu'il est comme à distance de lui-même. Il est et il n'est pas simultanément ce qu'il est. C'est ce que j'avais appelé son énigme. Pourtant, il n'y a aucun dualisme ici, parce que le dualisme relève d'une pensée du dehors, d'une posture surplombante, bref, de la théorie. Mais nous faisons l'expérience d'un écart vis-à-vis du corps que nous sommes. Mon idée, c'est que les formulations à tonalité dualiste de Platon cherchent à exprimer cette étrangeté à soi du corps vécu. En fait, donc, j'étais parti, dans la séance précédente, des mots, à l'instar de René, convaincu que la question du corps met en jeu de manière essentielle nos représentations. Mais évidemment, chacun de nous a opéré à sa manière, à sa façon. René, si on peut dire, a suivi l'indication des mots ou des noms, c'est l'expression d'Aristote dans le traité de l'âme, et de mon côté, j'ai essayé de partir des suggestions de l'étymologie non scientifique, de l'étymologie que j'avais qualifiée d'existentielle de Platon. Donc, je reviens à mon propos. Le corps n'est pas quelque chose. La question le concernant n'est pas une question d'essence, qu'est-ce que c'est, mais plutôt une question d'existence. Comment sommes-nous notre corps ? Usant des catégories grammaticales, Lévinas dit d'une façon suggestive dans Totalité infinie que le corps est adverbe davantage que substantif. Le substantif, vous savez, c'est l'expression, c'est ce que disent par exemple Arnaud et Nicole dans la logique ou l'art de penser, la logique de Port-Royal, c'est l'expression des choses. Alors je vous cite un petit passage de la logique d'Arnaud et Nicole, parce que c'est un texte classique magnifique. « J'appelle chose ce que l'on conçoit comme subsistant par soi-même et comme le sujet de tout ce qu'on y conçoit. C'est ce que l'on appelle autrement substance. Les noms qui servent à exprimer les choses s'appellent substantifs ou absolus, comme terre, soleil, esprit, Dieu. Le corps, donc, ne doit pas être considéré comme une substance ou une chose, mais plutôt comme une manière, une façon d'exister. Pour nous, exister, c'est exister corporellement. La conscience, équivalent de l'âme ancienne, échappe, elle aussi, à la substantialité. En tout cas, c'est ce que je voudrais essayer de penser. On pourrait la qualifier d'acte. Alors, dans un sens qui n'est pas aristotélien. Je cite à nouveau Lévinas dans Totalité infinie. « La conscience, écrit-il, ne tombe pas dans un corps. Elle est une désincarnation, ou plus exactement, un ajournement de la corporéité du corps. Donc, la conscience, dit Lévinas, c'est ce qui permettrait au corps de rester adverbial, autrement dit, de ne pas se figer en corporéité. Corporéité, ce sera pour moi ce soir la notion qui exprime le devenir substantiel du corps, qu'on peut entendre comme son devenir cadavre. Tout se joue donc pour nous dans l'entre-deux, c'était le titre de la première séance, dans l'entre-deux du devenir corps et de la désincarnation, dans l'ajournement de ce devenir. Il y a donc bien deux orientations opposées dans nos existences, mais pas de dualisme au sens théorique. Bon, j'avais essayé de montrer aussi que le monisme ne serait pas préférable, qui chercherait à penser l'homme comme fait d'une pièce ou d'un bloc. Donc ni le spiritualisme ni le matérialisme grossier ne peuvent m'aider ici. Dans la première séance, j'avais surtout parlé de l'énigme qu'est pour chacun son propre corps. Et aujourd'hui, je voudrais parler des relations entre sujets corporels, c'est-à-dire de l'énigme des autres corps ou du corps des autres. Nos relations concrètes avec autrui, celles qui ne font pas l'impasse sur le corps donc, sont elles aussi soumises à l'alternative posée par le Cratyle, en tout cas par la lecture que j'avais faite du Cratyle. Le corps des autres est lui aussi tombeau ou signe. Et c'est cette proposition que je vais essayer d'expliciter à partir d'un examen de la façon ou des façons dont le corps des autres se manifeste. Pour expliciter autrement la distinction entre signe et tombeau, je vais m'appuyer sur une distinction qu'on trouve à nouveau dans la logique de Port-Royal, qui est très proche, qui est la distinction de la chose et du signe, ou plutôt, plus exactement, de l'idée de chose et de l'idée de signe. Donc je cite une nouvelle fois la logique de Port-Royal. Quand on considère un objet en lui-même et dans son propre être, sans porter la vue de l'esprit à ce qu'il peut représenter, l'idée qu'on en a est une idée de chose, comme l'idée de la Terre, du Soleil. Mais quand on ne regarde un certain objet que comme en représentant un autre,
l'idée qu'on en a est une idée de signe. Et ce premier objet s'appelle signe. C'est ainsi qu'on regarde d'ordinaire les cartes et les tableaux. Ainsi, le signe enferme deux idées, l'une de la chose qu'il représente, l'autre de la chose représentée, et sa nature consiste à exciter la seconde par la première. Donc, j'aborde le corps du point de vue de l'idée de signe, et je précise encore qu'il faut distinguer, c'est ce que rappelle Arnaud et Nicole, deux sortes de signes, que le grec rendait à l'aide de deux noms. Donc, je cite une dernière fois. Premièrement, il y a des signes certains qui s'appellent en grec tekmeria. Tekmeria, c'est le signe, l'indice, parfois la preuve. Comme la respiration l'aide la vie des animaux. Ça, c'est tekmeria. Et il y en a qui ne sont que probables et qui sont appelés en grec semeia. C'est le mot que moi j'ai utilisé et qu'utilise Platon dans le Cratyle. Qui sont appelés semeia, comme la pâleur n'est qu'un signe probable de grossesse dans les femmes. Bon. Donc, le corps, c'est bien entendu un signe au deuxième sens, c'est-à-dire un signe probable, et dont, c'est ce que j'avais essayé de montrer la dernière fois, on ne sait pas toujours de quoi il est le signe. Voilà, donc je commence proprement, après ce petit rappel, ce que je veux dire ce soir. Un corps, c'est d'abord une présence, plus ou moins massive, mais dont la facticité ne saurait être mise en doute. Par-delà ou en deçà toute idée, tout fantasme, toute conception, tout désir, le corps est comme le réel de l'autre, à condition d'entendre qu'à ce réel nous n'avons pas accès, bien que nous ne puissions nous dérober à sa présence. La présence charnelle, c'est Sartre qui écrit ça dans les mots, la présence charnelle est toujours excédentaire. Présence irréductible, le corps indique et pèse, signale et fait obstacle en même temps. Sa manière d'être présent se distingue de celle des autres choses parce qu'elle est en quelque sorte la présence d'une présence et pas simplement la présence d'un quelque chose. Le corps d'autrui est signifiant, écrit Sartre dans L'être et le néant. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière sur la question d'autrui dans L'être et le néant. Pour exprimer l'étrangeté d'autrui, Sartre, dans L'être et le néant, prend appui sur la caractéristique essentielle de la conscience à ses yeux, en tout cas dans ces années-là, qui est l'intentionnalité. Et il écrit la chose suivante, une phrase assez remarquable de L'être et le néant. L'être de la conscience est un être dans l'être duquel il est question de son être en tant que cet être implique un être autre que lui. Il y a mes anciens élèves, peut-être qu'ils s'en souviennent, mais je la sors de temps en temps en cours. Bon, phrase. Donc, l'être de la conscience est un être dans l'être duquel il est question de son être en tant que cet être implique un être autre que lui. Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que la conscience est relation plutôt que substance. Mais que l'altérité de laquelle elle nous met en présence est double. Celle des choses, d'une part, celle des autres consciences, de l'autre. Et ces deux formes d'altérité diffèrent profondément pour des raisons sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard. Mais d'abord, petite phénoménologie parisienne de l'expérience de la présence des autres, le couloir du métro. Le corps de l'autre se caractérise d'abord, à l'instar de la matière dont les choses sont faites, par son opacité. Mais cette opacité, contrairement à celle des choses, n'est pas statique. Les autres, dans ce couloir de métro, se manifestent par une somme de mouvements potentiels que je ne saurais prévoir et qui m'apparaissent de ce fait comme aléatoires. Le corps qui me précède, ou celui qui vient vers moi, dans le couloir de la correspondance, est un obstacle sur mon chemin. Pour l'éviter, il me faut anticiper ces mouvements et l'envisager un peu comme aux échecs, mais sans la concentration feutrée qui entoure d'habitude l'échiquier, comme un nombre de coups possibles. Ça fonctionne la plupart du temps, mais pas toujours et pas nécessairement. Et ce qui m'intéresse dans l'exemple, c'est cela. Le corps de l'autre, par lequel il se donne premièrement à moi, m'expose à l'expérience de l'imprévisible. Comme un atome épicurien, le corps, qui se déplace selon une trajectoire rectiligne dans l'espace du couloir du métro, est toujours susceptible de déviations inattendues. C'est la parenchysis, plus connue sous son nom de clinamen, sous son nom latin de clinamen. Et ça n'aurait en vérité aucune gravité pour moi si je pouvais me tenir à l'écart de ces mouvements aléatoires et les étudier du dehors en savant. Je suppose même qu'en filmant depuis le haut un couloir de métro, on doit pouvoir modéliser les mouvements les plus récurrents et émettre des hypothèses fondées sur la trajectoire que suivra un sujet donné qui a pourtant, lui, l'impression d'ouvrir subjectivement sa propre route vers son but.
On pourrait alors déterminer ce que Sartre appelle le coefficient d'adversité de ces corps, c'est-à-dire leur propension à s'interposer entre moi et mes buts, à contrecarrer le projet fondamental que je suis. Mais ce n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. L'imprévisibilité de l'autre implique celle de mes propres mouvements qui m'échappent potentiellement de ce fait. Elle me renvoie donc à ma propre étrangeté à moi-même. Retour à Sartre. Vous savez, c'est le regard qui témoigne de la présence de l'autre. Et l'épreuve que je fais de ce regard est décisive parce qu'elle remet en question ma manière d'habiter le monde. Et c'est là la différence essentielle entre les choses et les autres. Les choses ne me regardent pas, sauf parfois dans un sens métaphorique, mais elles ne me regardent pas. Les percevants, c'est moi, en revanche, qui les situe dans l'espace et qui les intègre au monde. Monde qui est toujours, dans la perspective phénoménologique, ce qui m'entoure. L'ensemble des objets qui sont disposés dans l'espace mondain dont je suis le centre. C'est la raison pour laquelle Sartre utilise fréquemment, à la suite de Husserl bien entendu, le terme allemand d'Umwelt. Umwelt en allemand courant, c'est l'environnement, mais c'est construit du préfixe qui périt autour, et puis Welt, le monde qui m'entoure. Or, sous le regard d'autrui, dit Sartre, je fais très exactement l'expérience d'une décentration du monde. Ainsi, tout à coup, écrit Sartre dans L'être et le néant, un objet est apparu qui m'a volé le monde. J'étais le centre du monde, et soudain, je suis décentré. Lorsqu'autrui pose son regard sur moi et que j'éprouve ce regard, le monde change parce qu'il se réorganise autour de lui et que j'y suis situé par lui depuis un point de vue que j'ignore. Je sais qu'il me voit, j'ignore ce qu'il voit. J'ignore comment il me voit. C'est donc le caractère adverbial de mon être, c'est-à-dire mon corps, qui est mis en question. Mon corps, sous le regard de l'autre, prend une autre teinte ou une autre tonalité. Sartre écrit la chose suivante. Avec le regard d'autrui, la situation m'échappe. Ou, pour user d'une expression banale, mais qui rend bien notre pensée, je ne suis plus maître de la situation. Être vu, c'est donc être, indubitablement, mais sans savoir ce que l'on est au juste. C'est là encore une épreuve de l'étrangeté à soi. Les descriptions de Sartre portent toujours sur la conscience, mais en réalité, il rappelle régulièrement que cette conscience est toujours corporelle. Je cite à nouveau L'être et le néant. « Ce que je saisis immédiatement, lorsque j'entends craquer les branches derrière moi, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un, c'est que je suis vulnérable, que j'ai un corps qui peut être blessé, que j'occupe une place, et que je ne peux en aucun cas m'évader de l'espace où je suis sans défense. Bref, que je suis vu. » Donc Sartre insiste sur le fait que le regard ne doit pas être entendu en un sens strictement concret. Il n'est pas simplement la convergence vers moi de deux globes oculaires, mais bien plutôt le fait de me sentir observé, fût-ce en l'absence de quiconque. Et ce fait revêt dans la pensée de Sartre une dimension ontologique, alors que je vais illustrer avec un des très nombreux exemples de L'être et le néant, qui est l'exemple du voyeur. Regardant à travers le trou d'une serrure ce qui se passe dans la chambre voisine, celui-ci ne fait, aussi longtemps qu'il a le sentiment d'être seul, que satisfaire sa curiosité. Voici qu'il n'entendait pas derrière lui, il se sent immédiatement vu et indissociablement pris d'une honte irrépressible. Vu, il ne peut plus agir innocemment. Sous le regard qui le scrute, croit-il, puisque dans l'exemple de Sartre, en fait, il n'y a personne, enfin, sous le regard qui le scrute, il n'est rien d'autre, ni rien de plus qu'un voyeur. La distance à soi qui caractérise le mode d'être de la conscience, ce que Sartre appelle le pour-soi, disparaît. Et le voilà rivé à son action qui exprime son être. Donc le regard d'autrui a un effet chosifiant ou réifiant qui transforme celui qui est vu en chose, qui l'épingle comme un papillon à sa conduite. Nous y éprouvons la plus parfaite coïncidence avec ce que nous sommes. Au fond, donc, le regard d'autrui nous rive à notre corps qui transforme en corps chose, en corps tombeau. Très tôt, dès 1939, Sartre a décrit le regard en le rattachant à sa situation, c'est-à-dire au visage, sur le fond duquel il se détache. Et effectivement, les corps sont d'abord pour nous des visages et se concentrent dans cette limite extrême du corps humain, c'est la formule de Sartre, qu'est le visage. Un corps sans visage, c'est une statue, écrit le jeune Sartre. Parfaite, mais inerte, comme les statues de Mayol. C'est l'exemple que prend Sartre dans un petit texte qui
s'appelle La recherche de l'absolu. Il écrit la chose suivante. Les statues de Mayol jettent insolemment aux yeux leur lourde éternité. Mais l'éternité de la pierre est synonyme d'inertie. C'est un présent figé pour toujours. C'est qu'elles ne saisissent, ces statues du corps, que sa corporéité. Volume, rondeur, courbe corrigée, un corps magnifié, dense, plein, mais mort, pétrifié. Aux yeux de Sartre, l'antithèse de Mayol, c'est Giacometti. Giacometti marque, selon Sartre, une rupture dans la sculpture. Si, je cite Sartre, depuis 3000 ans, on ne sculpte que des cadavres, gisants ou à cheval, la question que pose Giacometti, selon Sartre, et qui dirige son travail, est de savoir comment faire un homme avec de la pierre sans le pétrifier. Bon, je m'intéresse évidemment ici à la sculpture en tant qu'elle met en jeu et en œuvre des représentations du corps. Qu'est-ce qui distingue le corps ou un corps d'une statue? Fut-elle statue d'un corps, évidemment? Sartre répond, la naissance. Je le cite. Il y a si longtemps que nous sommes les familiers de créatures lisses et muettes, faites pour nous guérir du fait d'avoir un corps. Ces génies domestiques ont surveillé les jeux de notre enfance. Il parle des statues du Luxembourg, manifestement. Ces génies domestiques ont surveillé les jeux de notre enfance. Ils témoignent dans les jardins que le monde est sans risque, qu'il n'arrive rien à personne, et par le fait, il ne leur est rien arrivé que de mourir à leur naissance. Le corps, lui, est né, pas encore mort. On peut certes en figer les traits dans la pierre, on peut paradoxalement figurer ses mouvements en les immobilisant, on peut en donner l'illusion, on n'obtiendra qu'un corps mort, parfait mais sans vie. La statue, si vous voulez, autrement dit, n'est née que de façon métaphorique. Son corps n'est, à force de se muer en corporéité, qu'un ersatz. Il en va totalement différemment pour nous. Notre corps témoigne, dit Sartre, de notre naissance. Pourtant, la statue n'est pas moins concrète que nous, mais son être concret réside dans sa massivité, Giacometti exclu pour Sartre, quand le nôtre se concentre dans notre passivité. Je reviens au visage. Le visage, c'est une brèche dans la clôture sur soi du corps, dans sa corporéité. Il en brise la forme. C'est Sartre, on est tout près de ce que dira Lévinas, le visage perçant sa forme. Mais le visage est aussi corporel. Et à ce titre, il n'échappe pas à une certaine tendance à l'inertie. S'il cède à cette tendance, manifeste par exemple dans les portraits officiels, on pense aux présidents successifs de la République, il devient une idole, un objet religieux, écrit Sartre. Un très petit texte de jeunesse qui s'appelle Portraits officiels, magnifique. Dans le visage, c'est le regard qui concentre la vie. Je vous lis un long passage assez typique de Sartre, du jeune Sartre en tout cas, mais qui est un beau passage et puis qui fera écho un petit peu, c'est dommage, Yvan n'est pas là, mais ça fait un peu écho aux bêtes dont il a parlé dans sa séance. C'est Sartre qui parle. Observez à présent ce visage aux yeux clos. Corporel encore, et pourtant différent d'un ventre ou d'une cuisse. Il a quelque chose de plus, la voracité. Il est percé de trous goulus, c'est là les bêtes de Yvan. Il est percé de trous goulus qui happent tout ce qui passe à portée. Les bruits viennent clapoter dans les oreilles, et les oreilles les engloutissent. Les odeurs emplissent les narines comme des tampons d'ouate. Un visage sans les yeux, c'est une bête à lui tout seul. Une de ces bêtes incrustées dans la coque des bateaux et qui remuent l'eau de leurs pattes pour attirer vers elles les détritus flottants. Mais voici les yeux qui s'ouvrent. Et le regard paraît, les choses bondissent en arrière. À l'abri derrière le regard, oreilles, narines, toutes les bouches immondes de la tête, continuent sournoisement à mâchonner les odeurs et les sons, mais personne n'y prend garde. Bon, côté gnostique de Sartre, pour le coup. Le regard, finit Sartre, c'est la noblesse des visages parce qu'il tient le monde à distance et perçoit les choses où elles sont. Donc, la corporéité du visage, privée de regard, ramène aux formes les plus primitives du vivant. Une méduse, dit Sartre de son propre visage dans les mots, je vous le lis. Sous mes yeux, il se regarde dans le miroir, sous mes yeux, une méduse heurtait la vitre de l'aquarium. Fronçait mollement sa collerette, s'effilochait dans les ténèbres. La glace m'avait appris ce que je savais depuis toujours, j'étais horriblement naturel. Je ne m'en suis jamais remis. Bon, donc, une méduse, son propre visage, et puis dans La nausée, c'est Roquentin qui parle de polype à propos de son visage. Donc, je vous le cite également.
c'est le talent de Sartre, le talent gnostique de Sartre. Ma tante Bijoua, sa vieille tante, me disait quand j'étais petit, si tu te regardes trop longtemps dans la glace, tu verras un singe. J'ai dû me regarder encore plus longtemps. Parce que je vois bien au-dessous du singe, à la lisière du monde végétal, au niveau des polypes. Le regard qu'on porte sur soi-même. Mais bon, le regard d'autrui, posé sur moi, me transforme aussi en chose, comme le regard que je peux poser sur moi dans le miroir. Et il réduit l'énigme que je suis à moi-même en me ramenant à une corporéité que je constate sans la comprendre. En tant qu'il est vu, le visage devient par exemple beau ou laid. Comme vous savez, Sartre a beaucoup parlé de sa propre laideur telle qu'elle lui a été révélée par les autres et qu'il a totalement intégrée, dont il a intégré l'évidence. Et dans les entretiens qui sont publiés en marge de la cérémonie des adieux, il distingue deux façons de se voir, deux manières de se rapporter donc à son propre visage, mais en tant qu'on le voit dans un miroir, donc en tant qu'il est déjà le visage d'un autre. L'une est universelle et abstraite, qui fait qu'on peut se voir dans le miroir et constater qu'on est mal coiffé, par exemple, parce qu'on s'y voit comme un autre le ferait. Et la seconde, plus concrète, qui ne dépasse plus le visage vers sa signification sociale, mais s'attarde à ses traits matériels. Dans les entretiens en question, Sartre dit y voir un marécage, un amas végétal et terreux qui ne fait pas sens en tant que tel. Donc le visage, si vous voulez, se situe entre pure matérialité, c'est le végétal, etc., et pur reflet social. Et c'est le regard qui ajourne cette corporéisation du visage et qui le fait échapper à la pétrification, car il manifeste et saisit toujours le caractère excessif du visage, le fait que sa signification le dépasse toujours, que le visage n'est pas pure présentation, mais signe. L'homme, écrit encore Sartre, est un charmeur de signes. Les signes se prennent dans ses cheveux, brillent dans ses yeux, dansent entre ses lèvres, se perchent au bout de ses doigts. Il parle avec tout son corps. S'il court, il parle. S'il s'arrête, il parle. S'il s'endort, son sommeil est parole. L'homme est donc pour Sartre, comme pour Jean-Claude Milner aujourd'hui, un corps parlant. Et j'arrive ainsi à la deuxième manifestation concrète du corps des autres, qui est la voix. Alors, par-delà ses gestes et son regard, le corps des autres se manifeste aussi par le langage, ou plus précisément par la parole. Parole qui se donne toujours concrètement dans une voix. Si on admet que la parole se déploie dans l'élément du sens, ou de l'absence de sens, mais c'est la même chose, la voix a quelque chose de plus concret que la parole, quelque chose de plus corporel. Disons que la voix, c'est la parole en tant qu'elle vient d'un corps. Une onde, plus ou moins ténue, labile, et qui possède un grain pourtant, grain qui la distingue de toutes les autres. Elle est comme la signature sonore d'un sujet, toujours singulière, qui permet de le reconnaître. Malgré sa fluidité et son caractère volatile, elle n'est pas dépourvue d'une certaine épaisseur matérielle. Un timbre particulier, alors c'est assez difficile à décrire une voix, enfin, un timbre particulier, un ton, une mélodie presque, une tessiture, des intonations, qui empêchent la plupart du temps qu'on la confonde avec quelque autre, même si ça reste toujours possible, notamment au téléphone, on peut confondre des voix. Sa singularité, la singularité de la voix, ne se joue pas dans sa musicalité elle-même, ni dans la masse sonore objective dont elle se compose, mais plutôt dans ses nuances, dans des inflexions, qui sont la torsion, la force formatrice, imprimant comme une figure à la matière sonore. En parlant, tout sujet sculpte, plus ou moins malgré lui, les sons issus de sa gorge et de sa bouche en une voix, bien antérieure d'une certaine façon à l'articulation des paroles, même si elle en est généralement indissociable. Il en va de la voix comme du corps. L'autre s'y donne comme pure présence, et cette présence n'est pas incompatible avec son absence. De même que le regard peut être éprouvé en l'absence de tout autre, c'était l'exemple de Sartre tout à l'heure, de même la voix peut retentir alors que son porteur, celui dont elle est comme le héros, se trouve à grande distance. Alors Aristote dans De la génération des animaux, Aristote qualifie la voix de matière du discours. Ulé, logos, matière du discours. Le logos, c'est donc la mise en forme de la voix. Il en est l'antéléchie, comme l'âme l'est du corps, l'analogie tient. Plus précisément encore, dans l'histoire des animaux, Aristote distingue trois termes cette fois-ci. Le son ou le bruit,
psophos en grec, la voix, phoné, et la parole, cette fois-ci dialectos, et plus logos. La parole, donc dialectos, résulte, dit-il, de l'articulation, diarthrosis, de la voix par la langue glottée, donc la langue au sens de l'organe. Articulation qui ajoute les consonnes aux voyelles. Les voyelles dépendant de seulement, comme le dit d'ailleurs une bonne partie de la linguistique d'aujourd'hui, ou de la phonétique, les voyelles qui dépendent de la seule voix. Comme leur nom l'indique, en grec aussi. Phoné-eis, phoné, comme voyelle, voix en français. C'est-à-dire, donc la seule voix, c'est-à-dire pour Aristote, de la vibration de l'air inhalé frappant le larynx. La voix, dit Aristote, que je cite, c'est le coup que frappe l'air inspiré par l'âme inhérente à ses organes. Les organes en question, c'est le larynx et les poumons. Donc, la voix, c'est le coup que frappe l'air inspiré par l'âme inhérente à ses organes lorsqu'il porte sur ce qu'on appelle la trachée artère. Donc la voix est modulée et mise en forme par la langue. Ultérieurement, la parole peut devenir discours. De même que chez Sartre, le regard distinguait autrui des autres choses, de même la voix distingue les êtres inanimés des animés. Pas de voix chez les premiers. Pas de voix chez les inanimés, évidemment. Chez les animés, certains produisent des sons, cris, ululements, grognements, etc., qui n'ont pas de voix pour autant. Car la voix est un son particulier qui implique l'existence du larynx et l'inhalation d'air. C'est la raison pour laquelle les poissons sont muets, pour Aristote. De cette explication très mécaniste, au fond, de la voix, Aristote tire un certain nombre de conséquences relatives à la fréquence et au ton des voix, toujours liées, chez lui, à la quantité d'air mu par un être vivant, rapportée à sa puissance propre, et donc à la vitesse de l'air qui en résulte. Les sons graves sont des sons lents, et les aigus, des sons rapides. Et puis, Aristote ajoute là-dessus quelques considérations sur le climat. Bon, la chaleur épaisse favorise les graves, et le froid fin les aigus. On retrouve chez Rousseau des descriptions assez proches de celles d'Aristote. Pour lui, la forme originaire de la parole, c'est le cri. Le cri, c'est l'expression naturelle de la voix non encore élaborée. L'éclosion des idées abstraites et du langage s'accompagne d'un lent travail de la voix qui se modèle en inflexion et intonation. Chez les deux auteurs, en tout cas, la voix est comme la matière de la parole, puis du discours. Alors, moi, je voudrais la considérer comme une manière. Je le dis autrement. Pour Aristote comme pour Rousseau, la voix, séparée du sens dont elle est ensuite porteuse, renvoie à l'animalité. Elle consiste, à mes yeux, en l'extériorisation paradoxale de l'intériorité de celui qui parle, ou de son intimité. La voix, c'est donc l'intimité en tant qu'elle se donne aux autres, l'intimité portée à distance. Portée par la voix, cette intimité n'a évidemment rien d'un quant à soi, d'un enfermement en soi, puisque la voix est toujours voix pour les autres. Chacun peut éprouver, s'il écoute sa propre voix enregistrée, le fait qu'elle n'est absolument pas identique à celle qu'il entend lorsqu'il parle. Il en va exactement comme du visage, à vrai dire, qui fait qu'on ne peut pas du tout se reconnaître sur des photos ou des images filmées, bien qu'elles soient une captation objective de ce qu'on a été à un moment donné pour les autres. À mes yeux, la voix joue par rapport à la parole un rôle comparable à celui du regard par rapport au visage. Elle en est le foyer d'intensité, ce qui en elle fait signe, ou plutôt ce qui lui permet de rester ou de redevenir signe et pas chose. Je distingue la parole, j'entends par là la parole en tant qu'elle est portée par une voix, et le discours, qui en est la pétrification. Le discours, autrement dit, c'est dans l'élément du langage ce qu'est la statue dans l'élément du corps. Une pure corporéité. Le discours, c'est donc la parole réduite à elle-même et incapable de ce fait du moindre ajournement, de la moindre distance. La parole, en tant qu'elle ne serait plus porteuse d'aucune énigme, la parole comme substance, dont la suffisance à soi étoufferait la voix. Le discours, ou la théorie, pour reprendre les termes de tout à l'heure, est une parole aphone. Certes, il énonce des propositions, le discours, certes, il en démontre l'implacable validité, mais jamais on n'entend le grain de sa voix. À titre d'exemple, je dirais, mais
mais strictement personnel évidemment, que l'éthique de Spinoza, c'est pour moi un texte génial, mais aphone. Il en va tout autrement des dialogues de Platon. Socrate a une voix que j'entends quand je lis les textes de Platon. Évidemment, il ne s'agit pas de la voix du Socrate historique, personne n'en a la moindre idée, mais de la voix que le lecteur, en l'occurrence ici moi, entend dans le texte. Pour ce qui me concerne, cette voix, c'est très simple, c'est la voix de Benny Lévy lisant les textes de Platon pendant ses cours. C'est donc la voix d'un autre qui est pour moi celle de Socrate. Évidemment, la chose se complique parce que les voix de Socrate et de Benny Lévy ne retentissent plus comme telles puisque leur corps n'est plus là pour les porter. Mais de même qu'on peut ressentir le regard en l'absence de tout autre, de même la voix peut se manifester par-delà l'absence. Et au fond, la voix de Socrate, pour moi, c'est une expérience personnelle dont je parle, c'est pour moi la voix de Benny Lévy en tant qu'elle résonne en moi et qu'elle habite, malgré les différences flagrantes, la mienne. J'applique cela au texte. Ce sont ces échos de voix, seuls, qui font que la voix d'un auteur peut s'entendre encore dans ses textes. En leur absence, un texte reste un discours, semblable à un corps mort. Sartre l'a admirablement montré à propos de Kierkegaard. Mort, c'est dans un colloque qui s'appelait Kierkegaard vivant. C'est comique parce que quand on dit Kierkegaard vivant, on dit bien qu'il est mort. Mort, c'est-à-dire susceptible d'acquérir un être et de devenir ainsi objet de savoir, Kierkegaard pourrait se fondre dans l'histoire des idées. N'étaient ces textes. Ceux-ci sont désormais son corps qui échappe au système hegelien et qui ne saurait être intégré sans reste au continuum dialectique de quelque histoire que ce soit. En tant qu'objets inertes, les livres de Kierkegaard constituent ce que Sartre appelle c'est dans un texte qui s'appelle, l'universel singulier, ce que Sartre appelle sa dépouille verbale. Lus, les mêmes textes échappent à la pétrification, à la réduction à l'idée, et ils passent donc de l'état de monument de l'histoire de la philosophie, de l'état de statue, à celui de signe vivant. Lire, écrit Sartre, c'est redonner vie au texte, leur insuffler une forme nouvelle et renouvelée d'existence. Ces écrits, je cite Sartre directement, sont morts si nous ne leur insufflons notre vie. Alors, j'avais fait il y a quelque temps un article sur ce petit texte de Sartre et j'y écrivais, c'est la chose qui m'intéresse, je voudrais reprendre la formule, j'y écrivais que la transhistoricité, c'est-à-dire la capacité pour Kierkegaard de vivre encore par-delà sa propre mort, par-delà l'époque historique dans laquelle il faisait sens, que donc la transhistoricité était une propriété de son corps scripturaire, de ces textes, considérés comme sa dépouille verbale. Je serais tenté d'élargir la proposition ce soir. En fait, c'est énigmatiquement le corps, visage, regard, voix, qui permet à un mort de ne pas disparaître dans l'oubli et de ne pas s'évaporer non plus en pur souvenir. Alors, si le corps peut être à la fois tombeau et signe, s'il est donc le lieu d'une énigme fondamentale, c'est aussi et d'abord parce qu'il résiste à la prise, au savoir, à la prévision, etc. Je viens d'essayer de dire que cette résistance tente à surmonter sa propre disparition matérielle. Mais avant ça, de façon beaucoup moins métaphysique, beaucoup plus concrète, l'épaisseur du corps s'éprouve dans le toucher. Le corps des autres, de même qu'il peut voir et être vu, entendre et être entendu, peut toucher et être touché. Alors, je ne vous les ferai pas tous, je m'arrêterai sur le toucher. Je voudrais souligner simplement combien le toucher a lui aussi quelque chose de profondément énigmatique. Vu du dehors, il est d'abord contact entre deux corps ou entre un corps et une chose. Exploration, découverte, palpation, frottement, qu'importe, il établit en tout cas une continuité dans le discontinu. La main posée sur une épaule ou sur un bras relie, comme un pont enjambant un fleuve rend accessible la rive d'en face, et ouvre donc un nouvel espace. Ce qu'on ne faisait que voir là-bas à distance, on peut désormais s'y rendre sans effectuer un long détour. Dans le toucher, la distance qui sépare les corps est comblée en un point au moins. Pourtant, il n'y a pas de ce fait un seul corps là où il y en avait deux. Mais à être touché ou à toucher, on fait l'épreuve du fait que notre séparation des autres corps, notre tenue dans le nôtre, n'a pas la forme d'un isolement absolu ou d'un retrait inexpugnable.
L'espace qui nous sépare les uns des autres, voilà ce que révèle le toucher, cet espace n'est pas vide et homogène, ou plutôt. Le contact tactile ou haptique, disent les savants, modifie profondément l'appréhension de l'espace, c'est-à-dire l'équilibre que nous nous efforçons toujours d'y rétablir. Alors je voudrais rappeler les passages passionnants de la récente conférence de Pierre Quay. Il parlait de l'escrime et il a développé une description magnifique du défaut de tenue du corps humain, dans lequel les parties hautes, nous a-t-il dit, sont plus lourdes que les parties basses, ce qui entre en contradiction totale avec toutes les règles de la statique. Ce défaut est compensé par la dynamique, nous a-t-il dit. Le corps, je ne le cite pas tout à fait, mais en substance, le corps, disait-il, se tient dans ses mouvements, dans ses gestes. Son équilibre est eurythmie plutôt que harmonie statique. Et c'est précisément cet équilibrage dynamique du corps statique, ce perpétuel rétablissement, si vous voulez, que vient perturber le toucher. De même que le regard décentre, le toucher déstabilise. Il entre dans une, ou en tout cas pour une grande part, dans notre perception de l'espace. On découvre les choses en les touchant. D'abord, nos doigts nous informent de leur matérialité, de leur forme, en les parcourant. Tout se passe dès lors comme si le fait de toucher quelque chose ajoutait une profondeur ou une dimension à notre espace. La main posée sur moi dit en fait beaucoup plus que la simple mise en contact de deux organismes hétérogènes ou de deux objets contigus. Le toucher, lui aussi, signifie, sans qu'on sache toujours quoi au juste. Il n'est pas moins chargé de sens que le regard ou la voix, même s'il est apparemment plus direct parce qu'il implique le contact. La fermeté d'une main, par exemple, peut exprimer d'innombrables choses. La volonté d'asservir, de soumettre, d'une main de fer, comme on dit, mais aussi de soutenir, voire de porter. Sa douceur peut exprimer la tendresse, mais aussi la flatterie, voire la mièvrerie. Certaines poignées de main sont à cet égard éloquentes. À vrai dire, le sens du toucher peut s'inverser en un instant. Il en va de lui comme du signe, toujours équivoque. Ce qui se produit dans le toucher, c'est l'établissement d'une circulation, dont il est assez difficile de déterminer exactement le contenu. Cette difficulté est confirmée par la structure même de nos doigts et des mécanismes qui organisent et qui produisent matériellement le sens du toucher, tels qu'ils sont étudiés par des ingénieurs qui travaillent sur le toucher des robots ou qui essayent de... Bon, je pense notamment à un monsieur qui s'appelle Vincent Evard qui fait de la recherche sur le sens du toucher et qui essaye de mettre en place des dispositifs permettant à des aveugles de voir des dessins, enfin de voir des dessins avec leurs doigts. Alors c'est pas du braille, c'est une technique un peu différente. Et en gros, il explique, on peut voir ça sur le site du Collège de France, une vidéo assez intéressante. Non, il explique qu'il y a dans chaque doigt 3 types de capteurs différents, donc des capteurs superficiels, des capteurs profonds, des capteurs de vibration. Enfin, bon, le toucher, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, largement autant que la vision qu'on connaît beaucoup mieux ou que l'audition. Toucher une chose, c'est apprendre à la connaître, c'est en maîtriser de mieux en mieux forme et matière. Le toucher, c'est donc un instrument de maîtrise qui objectifie, comme le regard, ou encore une forme ou informe son objet. La main pétrit, et Bachelard d'ailleurs disait que pour penser la matière, il faudrait toujours revenir à ce premier geste de l'enfant qui pétrit la terre. Donc la main pétrit, parcourt, contient, enferme, soupèse, évalue, etc. Pour Sartre, par exemple, la caresse est l'expression du désir, parce que Sartre a écrit sur la caresse avant Lévinas, au même titre que le langage l'aide de la pensée. Elle vise, au fond, l'incarnation, dit Sartre, la caresse, c'est-à-dire la coïncidence avec son propre corps par l'intermédiaire du corps de l'autre. Parcourir le corps de l'autre, c'est réaliser en acte son incarnation à lui, le réduire à son corps, pour découvrir sa propre incarnation. Exactement comme la conscience, le pour soi peut se connaître par l'intermédiaire du regard d'autrui. Le désir, chez Sartre, vous savez vraisemblablement, c'est toujours un désir d'être. Le désir exprime un manque d'être. Dans le désir, la conscience est en quête de ce qui lui manque d'être pour être enfin, et pour ne plus simplement exister. Différence entre être et exister. Et pour atteindre cet être qui lui manque, la conscience cherche à s'identifier au corps, qu'elle est aussi. L'être qui désire, écrit Sartre, c'est la conscience se faisant corps. Mais le corps de l'autre échappe toujours à cette prise, parce qu'il n'est pas un objet comme un autre, mais le pôle d'une énigmatique circulation. Et Lévinas, lui aussi, a écrit sur la caresse,
qui est à ses yeux, c'est intéressant de voir les proximités et les distinctions. Pour Lévinas, la caresse est une profanation. Elle ne vise rien au sens propre, et elle n'obéit pas à l'intentionnalité au sens courant, c'est-à-dire à l'intentionnalité de dévoilement, mais à une intentionnalité de recherche. La caresse, dit Lévinas, en substance, je le résume, consiste à se perdre sur l'autre, et cette perte de soi, cette sollicitation de, je cite Lévinas, ce qui s'échappe sans cesse de sa forme vers un avenir, a pour nom volupté. C'est la volupté. Et la volupté trahit, d'une certaine manière, le désir qu'exprime et que met en œuvre la caresse, car elle ramène ce désir au besoin. C'est pourquoi Lévinas, qui critique constamment l'assimilation du désir au besoin, parle de complaisance de la caresse. Le besoin, j'essaie d'expliquer rapidement la distinction telle que Lévinas la pose, le besoin est strictement conservateur. Il vise essentiellement à restaurer un état antérieur. Et selon Lévinas, il en va tout autrement du désir qui vise toujours un au-delà. Or, dans les pages qu'il consacre à la caresse, Lévinas ne cesse de décrire celle-ci, ou en tout cas le désir qu'elle exprime, en termes de fin. Fin, F-A-I-M, bien sûr, la fin. Donc de besoin. Manière de laisser entendre que la caresse n'exprime le désir qu'en rabattant sa hauteur métaphysique. Mais la réduction voluptueuse du désir à sa caricature conservatrice, au besoin, échoue, parce que le corps sollicité s'échappe sans cesse de sa forme vers un avenir, et que le désir, c'est Lévinas qui parle à nouveau, renaît, alimenté en quelque façon par ce qui n'est pas encore. Alors, chez Lévinas, la description de la caresse implique une distinction stricte du masculin, l'amant, et du féminin, l'aimé avec majuscule. L'aimé avec majuscule. L'aimé, féminin donc, support de la caresse, échappe toujours à celle-ci. Il est saisi, ou elle est saisie, l'aimé, elle est saisie, et reste pourtant intacte. Lévinas écrit vierge dans cette prise. Plusieurs lectures, vous savez certainement ça si vous lisez un peu Lévinas, plusieurs lectures d'inspiration féministe ont interrogé le fait que dans les textes de Lévinas, le corps est toujours sexué, et le sujet aussi bien. Bon, comme René va parler du corps sexué, pas du tout dans les termes de Lévinas, mais je vais laisser pour ma part ce problème, évidemment c'est un problème fondamental, mais je ne peux pas le traiter en plus ce soir. Je note simplement que la profanation, dont Lévinas fait le sens de la caresse, n'atteint pas, même chez lui, même chez Lévinas, bien entendu, son but. Ce qui devrait être profané, le corps de l'autre ne l'est pas. Il importe, évidemment, de ne pas réduire le corps que l'on touche à un objet, mais d'en ressentir toujours le caractère signifiant. On pourrait donc, pour aller vite, forger ici une sorte d'impératif catégorique inspiré de Kant, et qui résonne d'abord malgré lui, mais enfin qui résonne quand même sans le vouloir avec notre actualité. Alors, traite toujours le corps des autres comme s'il était un signe et jamais simplement comme s'il n'était qu'un tombeau. Voilà. Alors, je vais conclure. Je vais conclure en développant quelques propositions qui sont à mes yeux des pistes de travail plus que des résultats définitifs, et puis une évocation. Force est de constater que notre corps n'est pas un. Nous sommes toujours à distance de lui, qui nous échappe toujours, bien que nous le soyons. Et on peut faire exactement le même constat pour ce qu'on a coutume d'appeler l'âme. Certes, théoriquement, l'âme est une. Mais ce n'est pas le cas dans l'existence, c'est-à-dire dans l'expérience que nous en faisons. Dans la République, Socrate, parlant de la justice, insiste sur le déséquilibre toujours possible entre les trois fonctions de l'âme humaine. Pour mémoire, fonction rationnelle, fonction irascible ou colérique, et fonction désirante ou concupiscible. Toute la question de la justice, c'est de rétablir l'équilibre, qui, selon Platon, est hiérarchique entre celles-ci. Autrement dit, sans entrer dans les détails du livre 4 de la République, si l'unité de l'âme n'est pas réalisée, c'est qu'elle est à réaliser, c'est qu'elle est à faire. Vivre ou exister, ce serait donc s'efforcer de faire l'âme une autant que possible, c'est-à-dire d'être juste. Je transpose cette proposition au corps. Exister, c'est tenter de faire le corps un, ou, pour le dire avec les mots du dualisme, d'apparier
corps et âme. Le lieu d'un tel appariement, c'est l'acte, dont il a été question dans les questions à la fin de la première séance précisément. Il faut donc, pour penser le corps jusqu'au bout, ce que je ne vais pas pouvoir faire ce soir, concevoir l'acte comme possibilité d'une réalisation de la volonté qui ne déçoive pas celle-ci, c'est-à-dire qui ne vienne pas s'opposer à elle à la façon du pratico-inerte sartrien dont on a parlé les années précédentes. De la même façon, l'action collective, si ça existe, l'action commune de plusieurs corps, serait une voie d'appariement, une manière de faire en sorte que les corps ne soient plus seulement obstacles les uns aux autres, mais auxiliaires. Ou que le « je peux », qui est pour chacun son propre corps aussi, ouvre sur un « nous pouvons ». Bon, c'est toute la question du collectif que j'avais essayé d'examiner dans mon livre. J'y faisais dans ce livre de l'étude en commun l'occasion, toujours susceptible d'échouer, de l'éclosion d'un tel nous. Donc je voudrais, pour finir, évoquer le lien entre l'étude et le corps. Et pour ce faire, je vais convoquer le nom ancien de péripatéticien qu'on a donné à Aristote et à ses disciples, à ses élèves en tout cas. Alors la légende veut qu'il vienne du fait que l'enseignement se faisait en marchant, que donc les philosophes sont ceux qui se promènent, puisque le péripatos, c'est le promenoir qui se trouvait dans tous les gymnases grecs. Peut-être, ce nom vient-il plus prosaïquement, en fait les savants se disputent un peu sur ce point, du lieu où Aristote. Donc, je suis en train de dire, selon la légende, c'est parce qu'Aristote enseignait en marchant. Je ne sais pas si c'est le cas, mais enfin, ça n'a pas du tout d'importance. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'évocation dont je parlais, pour ma part, c'est certain, celui qui m'a appris à penser et à lire, il l'a fait en marchant. Son déplacement ne dessinait pas un cercle, péri, ça n'était pas une promenade, mais c'était un mouvement selon une trajectoire et un rythme aléatoire, semblable en ce sens à celui de l'homme du métro dont j'ai parlé tout à l'heure, imprévisible. Il pensait, je parle de Benny Lévy, il pensait corporellement, dans l'acte de sa pensée se formant et s'énonçant sous nos yeux, se réalisait une des modalités de l'appariement dont je viens de parler. Tout était convoqué dans cet agir qu'était la lecture et l'étude d'un texte. Donc, je le dis au présent, tout est convoqué dans l'étude, corps et pensée. Et ça ne veut pas dire que l'écart à soi soit comblé, parce qu'une statue ne penserait pas, mais ça veut dire qu'une forme d'équilibre s'esquisse, s'ébauche, toujours menacée de destruction. Il y a, pour le dire simplement, une dimension corporelle de la pensée. La légèreté du corps dans l'étude n'est comparable à rien d'autre. Alors, il y a d'autres formes de légèreté du corps, donc j'en dis un mot. Une fois n'est pas coutume, on va parler du sport à l'Institut d'études éminentielles. Donc, dans l'activité physique, où les puissances du corps se déploient davantage qu'elles le font ordinairement, se réalise aussi une forme de légèreté du corps. Mais on peut distinguer les deux formes, donc j'essaye de faire cela. Dans l'activité physique, le corps échappe à sa pesanteur, enfin dans le meilleur des cas, échappe à sa pesanteur, voire à sa lourdeur, par le rythme auquel il accomplit ses fonctions, rythme qui produit une forme d'apesanteur. L'équilibre se réalise de soi, du moins en a-t-on l'impression, le sentiment, même si au fond cet équilibre supérieur résulte d'un véritable entraînement, d'une habitude, d'un réel travail du corps sur lui-même. Il y manque cependant l'intelligence au sens fort. Alors, non pas que l'équilibre de la pratique sportive soit bête, mais il ne nécessite pas l'intelligence parce qu'il se suffit à lui-même et il tire sa force de la sollicitation extraordinaire des puissances du corps. Il n'est cependant pas purement mécanique, mais il met en jeu ce que Bergson appelle une intelligence du corps. Je vous cite un petit passage de Matière et Mémoire, j'en citerai deux pour finir. On a raison, écrit Bergson, de dire que l'habitude s'acquiert par la répétition de l'effort. Mais à quoi servirait l'effort répété s'il reproduisait toujours la même chose ? La répétition a pour véritable effet de décomposer d'abord, de recomposer ensuite, et de parler ainsi à l'intelligence du corps. Donc l'intelligence se coule dans le corps dont elle prend la forme. Le plaisir qu'on en retire, quand on en retire du plaisir, le plaisir qu'on en retire est exactement l'inverse de la douleur, qui selon Bergson, toujours dans Matière et Mémoire, est effort impuissant. C'est ça la douleur, un effort impuissant. Toute douleur, écrit Bergson, je le cite, est un effort local, et c'est cet isolement même de l'effort qui est cause de son impuissance, parce que l'organisme,
en raison de la solidarité de ses parties, n'est plus apte qu'aux effets d'ensemble. Si la douleur provient donc d'un effort local impuissant, sur fond de bon fonctionnement global, le plaisir sportif vient, lui, d'un effort local inhabituellement efficace, c'est-à-dire capable de mobiliser l'organisme dans son ensemble en raison de la solidarité de ses parties. Retour donc, pour finir, à l'étude. Dans la marche et la pensée, s'esquisse un même geste, celui d'un mouvement se faisant, c'est-à-dire risquant à tout instant de se perdre ou de s'évanouir en intuition ou en spiritualité. Pour moi, spiritualité, c'est l'équivalent dans les choses de l'esprit de corporéité dans les choses du corps. Dans ce geste, le corps est essentiel, dont la pesanteur devient support de la pensée. Le se tenir, dont parlait Lévinas, que tu as rappelé au début, le se tenir, et dont j'étais parti l'autre jour, revêt dès lors un sens nouveau et désigne le fait de se tenir corps et âme dans la pensée, c'est-à-dire dans une forme d'équilibre dont celui qui marche et pense est conscient de la très fragile et très relative stabilité. Merci.